Bonjour et bienvenue sur le podcast HPV Positive, le podcast qui t'aide à prendre soin de tes émotions générées par le papillomavirus et à voir ta vie dans son ensemble de façon plus sereine. Oui, parce que si tu ne peux pas changer la situation, tu peux la percevoir autrement. Et ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Alors, abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Alors aujourd'hui, je te ramène avec moi sur les chemins de la nature. Je t'amène en balade. J'ai envie de te partager une expérience qui a été vraiment douloureuse pour moi et qui a été riche d'enseignements, qui m'a permis cette belle rencontre que je t'ai racontée l'autre jour, de prendre conscience de mes mécanismes. Ça m'a permis en fait beaucoup de choses. C'est l'expérience du burn-out que j'ai faite il y a quelques années. Je connaissais déjà la sophrologie. Ça m'avait déjà apporté beaucoup à ma façon de vivre, de pouvoir relâcher la pression. Mais si je savais détendre, en fait, les mécanismes ils continuaient à être là. Parce que je ne les écoutais pas pour autant. J'essayais de les calmer. J'essayais qu'ils ne soient plus là. Alors la sophrologie, c'est quelque chose que j'utilise toujours et qui est très précieux. Je l'utilise surtout pour renforcer le ressenti dans le corps. Et en fait, je me rappelle, avant le burn-out, j'étais dans une espèce de spirale, quelque chose qui s'arrêtait jamais. Quand j'étais au travail, je courais partout. Dans les couloirs, je prenais jamais le temps de discuter avec les gens, ou trop rarement. J'étais toujours en train de courir pour faire tout ce que j'avais à faire. Et quand j'étais assise devant mon ordinateur, je bougeais plus. Même parfois pour manger, je restais aussi devant mon ordinateur. Tout ça pour gagner du temps, pour essayer d'avancer plus. De toute façon, ma tâche, elle était insurmontable parce que j'occupais 3 postes à la fois. C'était absolument mission impossible. Tous les jours, je repartais avec en tête tout ce que je n'avais pas fait. Voilà, une façon aussi de voir les choses. Plutôt que de célébrer tout ce que j'avais fait, je repartais avec ce stress de toute cette pile qui m'attendait pour le lendemain. Et voilà, petit à petit, j'en suis arrivée à m'épuiser. Et tous les matins, à me dire j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Et puis jusqu'au jour où un matin, non, j'y vais pas. C'est pas possible, je ne peux plus me lever. Aujourd'hui, je vis encore des mécanismes comme ça. Ça peut m'arriver, quand j'ai beaucoup de travail à faire. Je me sens comme entraînée dans une spirale, dans un vortex, quelque chose où ça s'accélère, où je trouve plus la pédale du frein en fait, parce que j'ai tellement envie de faire ce que je fais, de continuer, d'y arriver. Et ce matin, j'ai écouté tout ça. J'ai écouté et en fait, ça m'a montré quelque chose de nouveau ce matin. Jusque-là, j'avais compris plein de choses. J'ai compris aussi que j'étais dans la perfection. Je faisais les choses en voulant qu'elles soient parfaites. Je voulais être parfaite. Donc, je délivrais le plus possible un travail irréprochable. C'est-à-dire que je le contrôlais une fois, parfois plusieurs fois aussi. C'est vrai que peut-être j'ai passé plus de temps que ce que j'aurais pu y passer. Et surtout, c'est l'implication que j'y mettais. C'était quelque part impossible pour moi de délivrer un travail pas parfait. Et sûrement, il ne l'était pas.
Et aussi, j'avais du mal à déléguer ce qui pouvait être délégué, bien que à l'époque, je n'avais pas vraiment de personnes auxquelles déléguer. Ce que peut-être je peux reconnaître, c'est que c'était difficile en fait de dire non. Parce que comme on savait que je faisais bien les choses, que j'avais certaines compétences, et c'est toujours ouais, est-ce que tu peux me faire ça? Oh, mais tu en auras pour 5 minutes, c'est vite fait, clac clac, en 2 temps 3 mouvements, c'est bon pour toi. Et par gentillesse, par amour du travail bien fait, peut-être aussi parce que j'aimais ce qu'on me proposait de faire, j'acceptais de le faire pour rendre service, pour aider, pour tout un tas de bonnes raisons. Mais quand je faisais ça, je me disais non à moi, parce que je me chargeais encore un peu plus la barque qui était déjà pleine à ras-bord. Et plus que ras-bord, ça débordait déjà. Donc l'expérience, ça a été d'apprendre à dire non, même si c'est pas facile de savoir dire non. Non, je n'ai pas le temps. Je sais, peut-être, tu penses que ça va me prendre 5 minutes. En fait, j'ai déjà pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, je ne peux pas. Parce que cette décision, je la prenais par respect pour moi, par amour pour moi. J'étais en capacité de la tenir. Parce que, évidemment, la réaction, c'était « Oh, mais ça te prendrait que 5 minutes et moi, je ne sais pas le faire et ça va me prendre la journée et toi, c'est si rapide pour toi. » Tout un discours culpabilisant en face. Quelqu'un qui n'acceptait pas d'entendre un non, mais parce que je le faisais d'un endroit d'amour de moi, un endroit où je pouvais me relier à ce qui était bon pour moi, je pouvais assumer ma décision. Je ne culpabilisais pas en disant « Oh oui, quand même, c'est vrai, j'aurais pu passer 5 minutes. » Non. Et il y a eu le premier non, il y a eu le deuxième non. Et petit à petit, j'ai appris à dire non. À dire non à la personne qui me demande quelque chose qui n'est pas juste pour moi au moment où elle me le demande. Et à dire oui pour moi. Alors ça, je t'ai pris un exemple de ce qui m'arrivait au travail. Mais en fait, si ça te dit vaguement quelque chose, tu pourras aussi percevoir qu'il n'y a pas qu'au travail que ça t'arrive. Que ça t'arrive aussi dans tous les domaines de ta vie ou dans beaucoup d'autres domaines de ta vie. Peut-être en famille, peut-être un conjoint, ou tu as eu un conjoint qui te sollicitait aussi pour faire des choses que tu n'avais pas envie de faire. Et même tu penses qu'il aurait dû le savoir que ce truc-là, tu n'avais pas envie de le faire, c'était pas ton truc, c'était pas ton heure, et pourquoi il te demande ça? Et bien juste apprendre à dire non. De dire d'un endroit d'amour, c'est beaucoup plus paisible en fait que de le dire d'un endroit de reproche. C'est je dis non à ce que tu me proposes par rapport au fait que par exemple c'est beaucoup trop tôt pour moi à cette heure-ci, j'ai besoin de me reposer pour que ça ne nuise pas à la communication dans la mesure du possible, parce qu'il faut que l'autre aussi accepte de recevoir ce non. Juste de pouvoir dire, voilà, je me sens trop fatiguée, j'ai vraiment besoin de repos. C'est plus juste pour moi si je te dis non. Et peut-être avoir l'élan de proposer quelque chose qui est plus accessible. Et effectivement, bien sûr, en face, tu peux vivre plein de réactions assez désagréables.
ce que j'ai expérimenté, c'est quand je le fais de cet endroit où je m'apporte quelque chose, où je m'apporte de l'amour, je m'apporte de la bienveillance, que je le fais par respect pour moi-même, eh bien en face, on peut me dire des choses désagréables. Et je ne les vivrai pas du tout de la même façon, parce que je vais vraiment me relier à ce besoin intérieur de moi, de repos, de ressourcement, aussi peut-être de me préserver. Voilà. Et ça, c'est ce qui me donne l'assurance que j'ai fait le bon choix. Parce que oui, faire des choix, c'est pas facile, et ça n'a jamais été facile pour moi. Et ce que je comprends, et encore aujourd'hui, j'ai fait une écoute, ça m'a vraiment amené aussi cette compréhension, c'est que quand on fait un choix, on renonce aux autres choix pour lesquels on n'a pas opté. Et parfois, c'était des choix qui nous appelaient aussi. Sauf que là, il fallait qu'on en fasse un de choix et pas plusieurs pour cette situation-là en particulier, parce que parfois on peut choisir entre plusieurs et à des moments, c'est oui ou non. Dans les choix, c'est bon aussi de prendre le temps de faire les deuils des choix pour lesquels on n'a pas opté. Et quand on prend le temps de faire ce travail, d'écouter notre être et les parties de nous qui auraient voulu faire ce choix, qui étaient tellement appelées, elles, par ça, de les écouter, de leur apporter de l'empathie, ça change la donne. Et prendre ce temps, c'est vraiment précieux pour être en paix. Et l'écoute d'aujourd'hui, par exemple, de ce qui était là pour moi, parce que je sentais ces mécanismes chez moi d'emballement se réactiver avec la charge de travail que j'ai actuellement, puis aussi mes parents qui sont dans le grand âge et auprès desquels j'ai envie d'être aussi, même si la distance nous éloigne, par moment, c'est prendre quelques jours pour pouvoir leur apporter mon aide. Tout ça, je me suis rendu compte que ça me mettait en tension et que c'était mon rapport au temps aussi qui entrait en jeu à ce moment-là. Parce que ce rapport au temps, je sais pas si toi t'es toujours pressé ou toujours en retard ou tu dis que t'as pas le temps. Est-ce que ça t'est arrivé de dire ça ? Est-ce que ça t'arrive souvent ? Je pense que dans le rapport au temps, il y a vraiment une clé. C'est comme si c'était une course effrénée contre le temps. Et ce matin, j'ai pu écouter cette partie de moi qui a une difficulté avec le rapport au temps, qui se sent toujours compressé, comprimé par le temps. Ça me rappelle mon besoin de liberté aussi. Et à partir du moment où il y a une contrainte de temps, je me sens pas libre. Voilà. Et ce que ça m'a montré en écoutant ça, c'est à quel point j'avais juste besoin de douceur. Je sais pas ce que ça t'évoque, toi, la douceur, mais pour moi, elle se vit dans la lenteur, cette douceur. Rien que de ralentir, les choses deviennent plus douces. Et j'ai envie de célébrer ça. C'était bon, j'ai pris le temps de vraiment me remplir de cette douceur. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et pour en revenir au burn-out et tout ce que ça m'a permis, tous les enseignements que j'en ai tirés,
ça a été cette belle rencontre dont je t'ai parlé l'autre jour avec Pascal Astier, Coralie Ram, cette pratique du focusing, de la relation intérieure, qui est pour moi vraiment un art de vivre au quotidien et avec lequel j'ai plaisir à accompagner des femmes à mieux vivre leurs émotions avec le papillomavirus, à mieux vivre leur vie dans leur ensemble. Ce cadeau du burn-out, ça a vraiment été ça. J'avais déjà appris à me connecter à mon corps, à m'y relier, parce que ça, oui, je m'en étais coupée. Et là, je me suis encore davantage rapprochée de mon corps en le ressentant encore plus intimement dans ses émotions, dans tout ce qui peut être là, les idées aussi, les idées qui tournent en boucle, pouvoir m'apporter de l'empathie. Parce que oui, je peux calmer mon corps. Pendant combien de temps je peux le calmer ? Si des parties de moi n'ont pas été entendues, écoutées, si j'essaie de les calmer, elles vont juste être obligées de crier encore plus fort pour être entendues. Alors là, c'est la spirale vicieuse. On essaie de calmer, mais on finit par plus rien pouvoir calmer. À vouloir contrôler, au bout d'un moment, on ne peut plus rien contrôler. On perd le contrôle de tout. Et écouter, apporter de l'empathie, apporter de l'amour, c'est une démarche très différente. Et cette démarche-là, elle se fait sans objectifs. C'est pas des objectifs SMART qu'on fixe quand on fait une séance comme ça. C'est juste humainement apporter de l'empathie, de l'amour. Et ça va avoir des conséquences. Les conséquences peuvent être difficilement perceptibles au départ ou claires, très claires. Ça peut être un soulagement immédiat, ça arrive aussi. Et sans attente, on peut petit à petit se rendre compte que des choses ont changé. Quand j'ai fait mon burn-out, je me sentais tellement en panne. Aujourd'hui, je me dis, ah ben ouais, c'est vrai, je sentais ça à l'époque. Et maintenant, c'est un sentiment qui m'est devenu presque étranger. Voilà, c'est comme si il était guéri. Parce qu'il a été écouté. Je lui ai apporté de l'amour. Le burn-out, ça m'a permis de me rapprocher de ce sentiment d'impuissance. L'impuissance, c'est un des sentiments les plus douloureux à vivre. Et c'est un sentiment aussi auquel on est confronté avec la maladie. On est souvent dans cette impuissance de savoir quoi faire. On voudrait tellement pouvoir faire quelque chose pendant cette attente de résultats, cette attente d'intervention, cette attente d'examen, cette attente de cicatrisation, cette attente du nouveau frottis. Et moi, je me suis souvent sentie impuissante dans ces attentes. Et c'est peut-être aussi ce qui t'arrive, de te sentir impuissante, de te demander ce que tu peux faire pour arrêter ce virus, qui s'en aille.
Et ce que je te propose, c'est juste de te mettre à l'écoute de ce sentiment, comme tu le ferais d'un ami là qui arrive et qui est vraiment pas bien. De juste lui dire bonjour, je te vois, je te ressens et je sens à quel point tu te sens impuissant. Et comment entrer en relation, discuter avec et écouter, entendre ce que ça voudra bien te laisser savoir. Oui, parce que si tu ne peux pas changer les circonstances de ta vie, tu peux changer ta façon de les percevoir. Et cette expérience que je viens de te raconter sur le burn-out, ça m'a vraiment permis de voir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est des cadeaux. C'est des cadeaux parce que ces sentiments, je peux être à nouveau identifié et je les reconnais plus facilement, comme quand tu croises quelqu'un et tu l'as déjà vu. La relation n'est pas du tout la même que quand tu croises quelqu'un pour la première fois. C'est sûr que quand je vivais le burn-out, je ne me suis pas tout de suite aperçu qu'il y avait des cadeaux. Et c'est sûr, quand on vit les choses, difficile de se dire que c'est des cadeaux. C'est le temps qui le dira. Ce fameux temps dont je te parlais tout à l'heure. Et l'autre cadeau, c'est la confiance. Avec ce nouvel art de vivre que j'ai adopté, parce que je l'ai intégré dans mon quotidien, j'ai confiance. Alors, si aujourd'hui tu te dis « Oui, mais moi j'ai pas le temps d'intégrer quelque chose de nouveau, j'ai pas le temps de prendre le temps de